Là, je vous montrerai des exemples de cyclisme, mais ce que je vais vous dire vaut dans tous les sports, à un moment donné. Hein. Puisque finalement, la machine humaine, je vais beaucoup vous parler de la machine humaine, elle fonctionne de la même manière dans n'importe quelle activité physique, et pour tout le monde, en fait. Donc, ce qu'on fait à haut niveau, quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le décliner sans aucun problème à tout le monde. Mais l'avantage du haut niveau, c'est qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à la limite, j'ai envie de vous dire, des fois, de la rupture mentale, physique, etc., etc. Évidemment, il ne faut pas y aller, mais des fois, on est à la limite. On est toujours sur le fil rouge. Un athlète de haut niveau, vous savez, c'est quelqu'un qui est toujours à la limite du fil rouge. Si on va trop loin, il bascule. Blessure physique, blessure, entre guillemets, mentale. D'accord? Et si on est trop bas, si on met pas assez de charge, entre guillemets, on le fait pas progresser ou tout le monde le fait régresser. Donc c'est pas évident. Et moi, ce que j'essaie de faire passer comme information depuis pas mal de temps, c'est de reprendre les bases, parce que souvent on les oublie les bases, et de se dire qu'à un moment donné, la machine humaine, c'est une belle machine la machine humaine, à un moment donné, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle la charge interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que vous êtes tous kinés, je ne sais pas, ouais, j'imagine. Donc vous manipulez beaucoup les gens, vous êtes dans le perceptif, dans la sensation, dans le toucher, etc. Et l'information que je veux faire passer, c'est de faire la relation entre le fonctionnement interne et ce qu'on peut mesurer en externe. Vous voyez la logique? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'externe, en fait. Je lisais, il n'y a pas si longtemps, une statistique en basket, en NBA, ils ont beaucoup plus de blessés aujourd'hui qu'avant. Pourtant, Dieu sait qu'on a beaucoup de directeurs de performance, de gens qui sont dans le milieu, on a beaucoup d'expertise aujourd'hui. Regardez même le football et les sports en général, on a beaucoup de blessés aujourd'hui. Alors qu'on a élevé les niveaux d'expertise à des niveaux très élevés. Donc, quelque part, on se dit, bon, est-ce qu'on va pas trop loin? Oui, on va loin, parce qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Mais la machine humaine, elle a ses limites. Elle a ses limites physiques, entre guillemets, on va y revenir, et elle a ses limites mentales. Et ça, je vais vous en parler également. Et vous allez voir que dans le mental, je vais plutôt vous parler d'efficacité mentale. Et je pense que dans vos métiers, ça sera un élément extrêmement important. Bon, voilà un petit peu pour l'introduction. Quand on produit une action, à un moment donné, quand on se déplace, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'à un moment donné, c'est une décision volontaire. Je me déplace, là si je suis en train de marcher, c'est parce que je le veux, d'accord? Ce sont des actions volontaires, et à un moment donné, que ce sont des actions volontaires, c'est que vous décidez, à un moment donné, de mettre en place quelque chose, une organisation interne. Et du moment que l'on se déplace, on perçoit, ça j'y reviendrai, on ressent des choses. Et si je vous prends tous ensemble dans la pièce et que je vous demande de venir avec moi et de faire un déplacement, ça peut être une marche, plus ou moins rapide, un petit footing, monter des escaliers, des choses très simples. Hein. Si je vous demande à un moment donné la manière dont vous allez ressentir l'effort, j'aurai des ressentis différents. Il y en a qui vont me dire bah, j'ai mal là, c'est facile pour moi, là je suis essoufflé, etc. etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tous se déplacer à la même vitesse tous ensemble. Donc si je mesure, la vitesse sera la même. Ah, si je prends une mesure très simple, hein. Le temps sera le même, mais j'aurai des ressentis et des sensations différentes. Ça veut dire à un moment donné que, quelque part, il ne faut jamais oublier que quand on produit de l'action, à un moment donné, cette production d'action répond à un moment donné à la mise en place de process à l'intérieur de la machine, d'accord, qui fait qu'à un moment donné, vous allez produire cette action. Et les réponses, à un moment donné, comme c'est écrit ici, elles sont à la fois psychophysiologiques et biomécaniques. J'insiste bien sur les trois termes. Hein. Psycho, je vais en parler, le psychophysio, la bioméca, ça vous anime, évidemment, tout ce qui est biomécanique, et les fonctions physiologiques. On circule avec ces trois dimensions-là.
Et donc, moi, j'aime bien parler de charge d'exercice. Aujourd'hui, on parle beaucoup training load, charge d'entraînement, d'accord? C'est un peu un abus de langage. Je préfère parler de charge d'exercice. Charge d'entraînement, on pourrait parler de charge de compétition, mais c'est un exercice. Les mots anglais, c'est exercise en anglais. Exercise, d'accord? C'est très bien défini. Donc, je me déplace. Si je vais de ce point-là à ce point-là, en telle durée, j'effectue un certain travail. Pas rentrer faire la bioméca, hein, travail, ce sont des joules. Je fais ce travail en une certaine durée, je développe une certaine puissance, etc., etc. Donc du travail pour monter la puissance, à l'accélération, etc., etc. Et à partir de là, je vais revenir 50 ans en arrière. Pourquoi je reviens à 50 ans en arrière? Parce qu'on a oublié les bases. Ça, c'est le modèle de Calvert. Je ne vais pas rentrer dans le détail. 1976. 1976. Je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, je vais simplement insister sur 4 composantes. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. La performance, elle est ici. Performance. C'est qu'à un moment donné, la performance, attendez, je la mets dans... Pour n'importe qui, on peut être performant à différents niveaux, d'accord? Quelqu'un que vous réentraînez, quelqu'un qui a un très haut niveau, la performance, elle est très individuelle. Cette performance, dans ce modèle-là, et vous allez voir, on va y revenir, elle est dépendante de 4 dimensions différentes. Vous avez tout ce qui est cardiovasculaire, on va dire tous les systèmes fonctionnels, tout ce qui nous permet de faire fonctionner la machine humaine. Un élément très important, j'y reviendrai, c'est la force. Pourquoi la force? Parce que la force, à un moment donné, c'est la qualité physique que l'on perd le plus vite avec l'âge. Plus on vieillit, plus on perd la force. Vous avez entendu parler de la sarcopénie, etc. C'est un vrai problème aujourd'hui. Vous me reposerez la question, on pourrait y revenir, mais ça c'est une vraie problématique. La force musculaire. Les skills, en anglais, ce sont les... On va appeler ça les... Comment vous diriez-vous? Non, mais mettez plutôt les skills, c'est tout ce qui est, on va dire... efficacité motrice, vous voyez ce que je veux dire? Les efficacités motrices, les skills. Je suis capable de sauter, je suis capable de m'abaisser, je suis capable de faire une roulade, Les skills, ça a relation aussi avec ce qu'on appelle le ROM en anglais, range of movement, c'est-à-dire tout ce qui est angulation, mouvement, etc. Les skills, c'est ça. Et puis, si vous prenez, alors ça j'en parlerai après, vous mettez une charge d'entraînement, vous allez agir sur ces 3 dimensions-là pour produire de la performance. Mais, il y a cette partie-là, le psychologique. Et le psychologique, lui, fait c'est un drive qui fait qu'à un moment donné, ça va venir agir directement, non pas directement sur ces fonctions-là, mais en sortie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez très bien entraîner quelqu'un correctement. Si psychologiquement, le drive n'est pas bon, quand je dis le drive, c'est-à-dire, j'y reviendrai, l'impulsion psychologique, si le mental n'est pas là, vous n'aurez pas produit les mêmes stimulus, à un moment donné, en fonction de drives différents. Imaginez, là, tout se passe très bien ici, et là, ça ne va pas, vous aurez un souci ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un patient, si vous avez quelqu'un, à un moment donné, vous pouvez très bien lui donner tout ce qu'il faut, toutes les bonnes séances, mais si ça ne va pas, vous ne serez pas efficace. Idéalement, c'est que ce drive psychologique qui va directement venir se greffer sur tout la mécanique, les mécanismes physiologiques, force, skills, pour créer une performance, fait qu'à un moment donné, ce drive psychologique va rentrer intégralement dans le modèle. Et point également important, c'est qu'en fonction de ce que vous allez produire, imaginez vous avez un patient, vous l'avez gardé pendant une demi-heure, vous avez fait la séance, il a produit quelque chose, tout s'est bien passé. Pour vous, tout s'est bien passé. Imaginez que pour lui, ça ne soit pas passé comme il voulait. C'est cette flèche-là qui fait qu'à un moment donné, ça va revenir ici. Ça veut dire que entre un patient, entre un athlète, à un moment donné, qui a produit un niveau de performance et avec un drive psychologique positif et un drive psychologique négatif, vous aurez un retour qui va faire qu'à un moment donné, oui, négatif à cet endroit-là. Donc, en gros, la personne, quelque part, au niveau efficacité générale, ça ne sera pas top. Vous n'aurez pas l'idéal de l'idéal.
C'est pas facile, hein, ce que je vous dis là. Parce que nous, c'est ce qu'on aimerait avoir avec les athlètes. Mais c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un très très bon travail, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste, kiné, etc., dans toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Si ça va pas, je ne sais pas, vous perdez votre temps. Mais il y aura un souci, quoi. Alors c'est pas simple, moi j'ai pas les recettes. Je dis toujours, je n'ai pas de recettes. C'est comprendre comment ça fonctionne et se dire, bon, à un moment donné, idéalement, c'est de s'assurer que ça fonctionne bien. Alors ça, quand je dis fonctionne bien, il y en a pour certains, ça peut très bien se passer, et du jour au lendemain, ou sur des aléas de vie, ça peut dégringoler ici. Et quand ça dégringole là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez ici, vous ne serez pas performant. D'accord ? Vous m'arrêtez hein, quand vous voulez. Hein. Je vous prends l'exemple du vélo, mais c'est pareil pour la course à pied, pour tous les sports. À un moment donné, le but, c'est de fournir de l'énergie pour se déplacer. Ça, je vous invente rien. Et il y a un point essentiel, c'est ce point jaune qui est là. C'est le centre de masse. Quand je suis debout, mon centre de masse, il est par là, d'accord ? C'est ça, finalement, qu'on va déplacer, sans arrêt, le centre de masse. Tout ce que je vais faire autour, je vais gesticuler autour, toutes mes gesticulations vont faire en sorte que, de toute manière, c'est mon centre de masse qui va se déplacer et qui va créer de la locomotion. Je vous donne un exemple. Si je me déplace comme ça en marchant, et si je me déplace comme ça en marchant, à la même vitesse, c'est pas pareil. L'énergie n'est pas la même. Là, j'ai aucune énergie au niveau des membres supérieurs. Si je fais ça, j'ai de l'énergie au niveau des membres supérieurs. C'est ce qu'on appelle le travail interne. Ça, je vous en parlerai. Mais c'est mon centre de masse qui se déplace. D'accord ? Donc, là, je vous prends l'exemple du cyclisme, mais c'est pareil en course à pied, dans tous les sports, à un moment donné. Le but, c'est de produire de la puissance mécanique externe. C'est ça le but de la locomotion. Quand vous vous déplacez, vous produisez de la puissance. Mettez quelqu'un en marche sur un tapis roulant, en course à pied, de toute manière, dès le moment qu'il se déplace, il produit de la puissance mécanique. D'accord ? Et cette puissance mécanique, à un moment donné, évidemment, elle va être dépendante de la puissance métabolique, c'est-à-dire tous les systèmes VO2, par exemple, système anaérobie, VO2, etc. Et également de la puissance mécanique interne, ça je vous en parlerai également, c'est-à-dire que c'est toute l'énergie de gesticulation. Si je reprends l'exemple de la marche, mais cette fois je vais le faire en courant, et vous pourrez le faire. Si je cours comme ça, et si je cours comme ça, vous ferez l'essai, vous allez voir, c'est pas pareil. La vitesse est la même. Le fait de mouvoir ces membres supérieurs de cette manière-là et de le faire correctement, fait que vous allez mettre en mouvement les membres supérieurs et vous allez créer des transferts d'énergie cinétique des membres au niveau des centres de masse, en énergie potentielle et en énergie cinétique. Et il y a des transferts d'énergie qui se font dans les segments. Pareil pour les membres inférieurs. Donc quelqu'un qui a des asymétries de fonctionnement, problème de hanche, problème de musculaire, etc. Quand vous avez une asymétrie à un moment donné, si les gens ne la corrigent pas et si ça crée un problème, vous allez créer des compensations. Et l'organisme va s'organiser pour compenser, il va trouver des solutions. Par moment, il compense, il va trouver, ça va marcher, mais vous pouvez avoir les problèmes 15 jours, 1 mois, 3 mois, 4 mois après. Pas tout de suite. Ou il ne compense pas du tout, il n'y arrive pas. D'accord ? Donc, quelque part, à un moment donné, quand vous avez ce modèle-là, vous terminez par la puissance centrale. Donc la puissance centrale, c'est quoi, quelque part? C'est, ce que je vous disais, c'est l'aspect efficacité mentale. Aujourd'hui, par exemple, on a fait des études, on peut mesurer on met des petits bonnets, on mesure de l'EEG, de l'électroencéphalographie, d'accord? Et on peut mesurer une puissance centrale et regarder comment les zones du cerveau ont travaillent. Et on peut même aller jusqu'à calculer et mesurer ce qu'on appelle de l'efficience neuronale. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je pense que dans quelques années, on va vite y arriver à mettre ça en routine. On se rend compte, je vous en parlerai, qu'il y a des gens qui sont plus efficaces que d'autres au niveau du fonctionnement mental, d'accord? Ils s'organisent différemment. Bon, je passe je vais aller... Donc, ce que je vous mets là,
vous aurez la même chose pour tous les sports. Là, c'est l'exemple du vélo. C'est une revue de littérature qu'on avait faite en 2002 avec des collègues. Simplement pour vous montrer que quand on fait de l'exercice physique, il y a une activation cérébrale interne qui est énorme en fait. Énorme. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne la mesure pas. Mais quand on fait de la mesure en laboratoire et qu'on essaie de comprendre comment ça marche, vous allez voir, il y a deux systèmes qui sont hyper importants, et je vais vous en parler juste après. Deux boucles qui sont hyper importantes et qui vous permettent à un moment donné d'optimiser tout ça. Alors, dans la charge interne, vous avez dû entendre parler, la perception de l'effort, on met RPE, parce que c'est de l'anglais, hein, c'est Rate of Perceived Exertions. Okay. RPE, c'est ce que vous ressentez quelque part. Et dans ce que l'on ressent, quand on fait un exercice, en fait, il faut comprendre que vous avez une relation entre, évidemment, le cerveau, le muscle et les systèmes fonctionnels. Comment ça marche? Alors, je vais vous faire le schéma très rapide. Comment ça marche? Les systèmes fonctionnels sont là, cœur, muscle, poumon, tout le neuromusculaire, etc. C'est ce qui permet de faire tourner la machine humaine. Vous avez trois zones qui sont très importantes au niveau du fonctionnement. Vous avez l'aire cognitive, j'y reviendrai. Le cognitif, c'est le traitement de l'information, en fait. C'est hyper important. Vous avez le cortex moteur, on va le voir, ce qui vous permet d'envoyer du jus au niveau musculaire, et le cortex sensoriel. Et vous allez voir que ces trois zones sont très importantes parce qu'elles vont permettre à un moment donné de gérer tout ce qui est exercice en général. Comment ça marche? Quand je commence à faire mon premier pas, je commence à me mouvoir quelque part, j'envoie directement entre le cortex moteur et au niveau de mes systèmes fonctionnels un stimulus, des stimuli, entre guillemets, qui vont me permettre à un moment donné de faire le premier pas, d'engendrer ma locomotion. Et du moment que je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, il y a le retour en feedback. Je ressens. Alors vous qui êtes kiné, le retour en feedback, je pense que c'est un point important, parce que tout ce qui est périphérique, l'organisme il est bien foutu. On a des récepteurs au niveau tendineux, on a des récepteurs au niveau articulaire, on a des récepteurs au niveau des fibres musculaires, et tout ça donne de l'information. Ce que les Anglais appellent pain, la douleur. Je fais ça, j'ai mal. Ah, ok, bah oui, j'ai mal, parce que j'ai tiré, peut-être que c'est un ligament, c'est un tendon, peut-être que c'est une articulation, peut-être que c'est un muscle qui a été déchiré, etc. Donc on ressent, c'est le périphérique, hein, c'est le retour en feedback, d'accord? Mais vous avez aussi ce retour aussi au niveau pulmonaire, hein, d'accord? On peut avoir de la difficulté pour respirer, parce qu'on a les muscles respiratoires qui fonctionnent pas très bien, etc., etc. Donc on a ce retour en feedback qui, à un moment donné, va nous donner de l'information. En retour périphérique, d'accord? En revanche, et en plus, j'ai envie de dire, au moment où vous envoyez ce jus au niveau musculaire, on sait depuis quelques années qu'au même moment, on va envoyer la même copie, une copie, imaginez, c'est-à-dire que ce signal qui était envoyé là, je le copie directement au même moment dans une aire sensorielle. Vous voyez le truc? J'envoie là, et en même temps, le signal, je le renvoie directement sans passer par le périphérique dans une aire, dans le cortex sensoriel. Et vous allez avoir une sorte de comparaison entre ce que j'ai envoyé là et ce qui retourne ici. Et ensuite, boucle cognitive, je traite l'information de mon ressenti quelque part. Et après, la boucle repart ici. Pourquoi ça, c'est extrêmement important? Alors, c'est peu connu parce que ces travaux-là, c'est les 10 dernières années. J'essaie de le vulgariser au maximum. C'est important pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est dans le pur ressenti. Et vous allez voir que, dans le ressenti, ces deux boucles-là, donc cette boucle feedback et cette boucle-là, d'accord, pèsent énormément. Je vous donne un exemple. Je pense que vous l'avez tous vécu, ou alors avec le recul, vous allez vous en souvenir. Je reprends mon exemple, je vous emmène avec moi, on va courir.
On va monter des marches d'escalier. Il y en a parmi vous qui vont dire « Ah, c'est dur, j'ai mal aux jambes ». D'autres, ils vont dire « Bon non, moi j'ai pas mal aux jambes ». J'ai mal aux jambes, c'est ça, on est d'accord? Puis un autre, ils vont peut-être vous dire « Ah ben non, moi j'ai pas mal aux jambes, mais je ressens l'effort difficile. Mais j'ai pas mal aux jambes. » C'est plus ça, cette boucle-là. Ça veut dire que, je reprends l'exemple de la marche ou la course à pied, parce que c'est très simple, ou du vélo, on peut faire un exercice où à un moment donné, le ressenti fait que on ressent l'effort difficile, mais on a pas mal au niveau périphérique. Mais c'est dur. C'est dur, mais j'ai pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Puis inversement, l'effort, je le perçois pas difficile, mais j'ai mal. J'ai mal. C'est pas pareil. Et on peut avoir les deux. Donc en fait, vous avez une infinité de solutions entre ce qu'on appelle la boucle de feedback et la boucle de feed-forward. Et tout le monde fonctionne comme ça. Et les athlètes, c'est encore pire. Je vais aller un peu plus loin après dans mon raisonnement, vous allez voir. Donc là, on est plutôt, comme je vous l'ai dit, sur l'évaluation de l'intensité de la douleur. Vous manipulez quelqu'un, il a mal, etc. Vous êtes vraiment beaucoup sur du feedback périphérique, d'accord? Ça, c'est votre métier. Celui-là est plus dur, mais vous pourriez aussi aller le chercher. Je vous expliquerai comment. Et puis là, vous êtes sur de l'évaluation de l'intensité de l'effort. Alors en anglais, c'est sense of effort. C'est compliqué, on n'arrive pas à le traduire en français, je ne sais pas. Vous savez, quand on fait des revues scientifiques, ça c'est le pain, sense of effort. Alors le traduire en français, ça serait la sensation d'effort, qui n'est pas une sensation de douleur. Je sais pas, vous voyez la nuance entre les deux, d'accord? Et donc, je vais aller plus loin. Quand vous produisez une certaine puissance mécanique, mais je vais prendre l'exemple, ou une vitesse. Imaginez une vitesse, j'ai mis 300 watts. Vous êtes sur un tapis roulant, je vais faire simple, vous êtes dans votre cabinet, vous mettez quelqu'un à 10 km/h, 12 km/h, 7 km/h, peu importe. Vous pouvez avoir une infinité de solutions par rapport à ça. Alors je vous explique. La perception de l'effort, elle est là, d'accord? Vous pouvez avoir une part pour la même puissance développée ou pour la même vitesse, ce modèle-là ou ce modèle-là. RPE elle-même, mais la répartition entre l'effort et la douleur, donc la répartition entre cette boucle-là et cette boucle-là n'est pas la même. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et là, on est complètement dans la charge interne. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un en face de vous, il va fonctionner comme ça. Alors là, je vous ai mis, vous avez une multitude de modèles, puisque bon, le RPE peut être, il est en rouge, mais les proportions entre les deux là sont infinies en fait, sont infinies. Alors idéalement, c'est de se dire quelle est l'intensité de ça, quelle est l'intensité de ça, pour comprendre les proportions, comment ça marche. C'est ce qu'on a mis en place, nous, dans l'équipe continentale chez les jeunes, à Groupama FDJ, depuis l'année dernière, parce que c'est compliqué à faire comprendre. On commence avec les jeunes dans l'équipe. La World Tour, c'est plus compliqué. Mais avec les jeunes, comme ils sont plus malléables, c'est plus facile en formation. On leur explique qu'à un moment donné, quand ils font un effort, vous allez voir comment ça se passe, d'essayer en perceptif, de nous donner la part de ça et de ça. C'est vraiment important parce qu'après on va remonter à ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale qui permet de mieux comprendre également comment les athlètes peuvent, avec un certain niveau de motivation, réaliser un exercice. Est-ce que c'est... Arrêtez-moi, posez-moi des questions, allez-y, est-ce que je parle... C'est bon pour vous? Ouais? Ça vous parle? Enfin, ça vous parle, ouais, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, mais je suis obligé d'y venir quand même. Parce que ce modèle-là, il est vraiment bien. Et il est simple, il coûte 0 centime. 0 centime. Il faut juste le comprendre. C'est un collègue, Bertrand Baron, il date de 2009. Il a rarement été repris parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que souvent, certains modèles sont peu repris. C'est le modèle de la charge affective, que nous, on a transformé en charge mentale. Je vous explique.
Quand vous réalisez un exercice, vous avez en fait la capacité de vous dire « j'évalue l'intensité de l'exercice dans sa difficulté », c'est-à-dire l'échelle, vous connaissez les échelles de Borg, CR10, de 0, une échelle de 0 à 10 ou de 6-20, peu importe, prenez une échelle. J'évalue la difficulté ressentie de l'exercice. Là, je suis allé courir pendant 1 heure, ouais, je mets en moyenne 6 sur 10. Allez, je mets 6 sur 10. Je suis ici, 6 sur 10. Mais le point est très important, et ça, je vais souvent l'évoquer, c'est ça, le plaisir. C'était dur, j'ai mis 6 sur 10, mais quel plaisir j'ai eu pendant mon heure d'exercice. C'était dur, mais waouh, je me suis fait plaisir. Donc, en plaisir, je mets 7. « 6 et 7. La charge affective, c'est très simple. Je vais faire la différence entre ça moins ça. C'est souvent ce qu'on appelle des unités arbitraires, en fait. C'est comme si vous aviez un patient qui arrive chez vous, vous lui faites faire un exercice, même s'il ne bouge pas beaucoup, entre guillemets, et que vous le manipulez, pour très bien lui demander quel est le niveau de douleur ressenti. Comment c'est dur, entre guillemets. Il faut poser la bonne question. Il vous donne une note. Et puis, à un moment donné, si vous le faites bouger un petit peu, ou s'il est en séance, monsieur, madame, c'est quoi votre niveau de plaisir sur la séance, là? Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, si les gens vous disent n'importe quoi, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il faut que les gens soient honnêtes. C'est ça la difficulté de ce genre d'outil. Il faut apprendre à s'en servir. Ça veut dire, je reprends mon exemple, je vous prends tous dans la salle, par exemple, là, on va faire d'autres exercices. On est allé faire notre petite marche ou notre petit footing. Il y en a qui vont me dire, bah, vous allez tous me donner une note ici. Peut-être qu'il y en a qui seront, il y en a 4 qui seront à 5 sur 10, mais avec un niveau de plaisir différent. C'est-à-dire, oh, moi c'était dur. J'ai pas eu de plaisir. Pas eu de plaisir du tout, ouais, plaisir très faible, je mets 1. Puis d'autres ont un niveau de plaisir plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une intensité d'exercice donnée, plus le niveau de plaisir est élevé, plus la charge mentale est faible. Vous me suivez? Et ça, c'est extrêmement important et on ne le prend pas assez en compte aujourd'hui. Ça veut dire que si vous suivez des gens à un moment donné, sans arrêt, et c'est dur pour eux, ils n'ont pas envie, peu de plaisir, etc., considérer qu'à un moment donné, ils ont une charge mentale à l'issue de leurs exercices, de leurs séances, qui est plus élevée qu'un autre qui a plus de plaisir. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, manipuler le plaisir, c'est pas simple. Mais, les études montrent, par exemple, que, vous savez, aujourd'hui, les gens, quand on veut les remettre à faire du sport, comment dire, ils vont aller faire du sport en salle, ils vont aller faire du sport, et un grand nombre s'arrête dans les statistiques. Un grand nombre s'arrête au bout de quelques mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, avant la première année. Vous savez pourquoi ils s'arrêtent? À cause de ça, qui est trop faible. Le niveau de plaisir diminue. Chaque fois que le niveau de plaisir diminue, les gens cessent leur activité, veulent faire autre chose. Ça paraît vraiment presque... On se dit, mais c'est la réalité. Et dans le sport, on le voit très bien également. Si vous avez un athlète de haut niveau que vous entraînez, et si c'est très difficile, et que le niveau de plaisir diminue, la charge mentale augmente, les niveaux de performance diminuent. Alors ce qui est compliqué, c'est que, oui, par moment, il faut de la contrainte. Il faut que ça soit dur, avec du plaisir qui n'est pas très élevé, parce que c'est un moment dur à passer. Vous me suivez? Mais si ça dure, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une sorte de balance, d'équilibre entre contrainte, plaisir. Oui, là, monsieur, madame, pendant 15 jours, 3 semaines, sachez que ça va être dur. Mais après, ça va aller mieux. Alors, soit on prépare les gens, soit les gens ont besoin de se projeter, souvent. S'ils sont dans le momentum et qu'ils ne se projettent pas, c'est compliqué, ça sera encore plus dur.
de les projeter sur quelque chose de difficile, avec du plaisir qui diminue. Si vous arrivez à faire en sorte de les projeter en sachant que les 15 jours, 3 semaines, 1 mois vont être difficiles et que vous leur expliquez pourquoi et qu'il y a un petit peu les mécanismes, mais après ça ira mieux, la projection fait qu'à un moment donné, vous arriverez éventuellement à gérer beaucoup mieux ce niveau de plaisir qui est peut-être compliqué, mais qui va se rehausser un peu plus tard. Donc si je reprends ce modèle-là, en fait, j'ai ma charge affective. Nous, on a transformé ça en charge mentale. Un peu plus français, quoi. Et si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, vous allez stocker, c'est ça qui est intéressant, au niveau central, toutes les expériences que vous avez vécues ici. Imaginez, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, au cabinet, il ne prend aucun plaisir, il en a ras-le-bol, il y va en contrainte, il va stocker de l'information, j'y vais, mais j'ai pas envie, quoi. Il stocke. Le cerveau, c'est il stocke. Idéalement, c'est de lui faire stocker du positif. Alors positif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le positif, c'est la contrainte, vous avez bien compris, c'est une balance contrainte, plaisir, etc. Et en fonction du niveau de charge affective, et on va y revenir de son niveau motivationnel, vous allez pouvoir, à un moment donné, le faire travailler. Vous avez une boucle, en fait, une boucle contrôle. Ça veut dire que, imaginez que la charge affective soit très élevée, je la monte, et que le niveau de motivation soit bas, charge affective très élevée, charge mentale et un niveau motivationnel bas, je peux aisément pas faire grand-chose. Les mecs, ils sont au taquet, quoi. Vous suivez? Il n'y a pas de réserve. Si c'est dur, avec une grosse charge mentale, mais que j'ai un gros niveau motivationnel, j'ai du rab, je peux aller chercher quelque chose. Je suis en train de penser, parce que c'est d'actualité, vous avez dû peut-être suivre le Paris-Dakar, vous avez vu Baumel, hein, il y a 1 an, on lui coupait la jambe. Il a fait le Dakar, et il l'a terminé. La plupart lui disaient, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi il y arrive à un moment donné? Parce qu'à un moment donné, c'est hyper dur, il est passé par des moments terribles. Ce qu'il a maintenu, c'est ça. Il y a cru. Grosse motivation, gestion de ça, mais à un niveau motivationnel, ici, quoi, là-haut. Si vous n'avez pas ça, si le niveau motivationnel est très bas avec une grosse difficulté, vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes bloqué, en fait. Donc, il faut s'adapter. Et ça marche chez tout le monde, en fait. Tous autant que l'on est. Tous autant que l'on est. Alors après, évidemment, il y a des stratégies. Hein. Comment on gère ça? Là, on rentre dans des corps de métier. Mais le fait de comprendre le modèle permet à un moment donné d'être holistique. Moi, j'aime bien le fonctionnement holistique. Et de se dire qu'à un moment donné, la personne que j'ai en face de moi, globalement, elle fonctionne comme ça. Après, comment je m'y prends? Question? Vous êtes sûr? Donc ma charge mentale, finalement, au bout du compte, ça va être ça, moins ça. J'aurai une note en fait, hein, d'accord? Et je vais retomber là-dessus. Charge mentale, regardez, je vais tomber sur mon effort, douleur, plaisir. Ok? Alors tout ça, j'ai envie de vous dire, la problématique, c'est que je ne peux pas le mesurer avec un outil clé USB dans la tête, ça n'existe pas. C'est que du questionnaire. Alors, les bons questionnaires, et c'est se former, et poser les bonnes questions, et faire en sorte que les sujets, les gens qui sont en face, les athlètes, etc., comprennent le sens de tout ça pour vous donner, pas des bonnes réponses, mais répondre honnêtement quelque part. Un bon conseil, si jamais vous voulez rentrer là-dedans, ne le faites surtout pas sans avoir informé les gens et sans leur avoir expliqué. Ils vont rien y comprendre. Ils vont rien y comprendre. Pour le mettre en place chez des jeunes athlètes, à l'époque, c'était un jeune thésard, d'ailleurs, qui vient de passer, qu'on a recruté, là, qui a passé sa thèse en psychophysio. Je lui ai bien dit, écoute, avant de l'exposer aux athlètes, il faut que tu chiades un topo sur un PowerPoint, 15 minutes maximum, pas plus. 15 minutes. Ouais, je vais le faire. 10 heures. 10 heures de boulot pour bien le faire. Parce que je lui ai dit, non, c'est pas prêt, t'es pas prêt, refais ci, touche ci, les termes, les machins. 10 heures de boulot pour faire 15 minutes. Que ce soit bien, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'ils comprennent. Si vous ratez ça, ça marche pas. C'est ça qui est compliqué. Il faut expliquer. Ça prend du temps.
Est-ce que vous voyez un petit peu le contenu de tout ça? Donc, je suis vraiment dans l'interne, hein. Alors, si je vais au bout de mon raisonnement, pour une même puissance mécanique, on va dire pour un même déplacement quelque part, ok, la charge mentale peut être différente. Vous me suivez là-dessus? On est d'accord? Donc je vais vous donner un exemple. On a pris l'exemple d'un jeune, hein, coureur de l'équipe continentale, et on lui a fait pendant 3 jours, 3 entraînements, le même type d'entraînement, d'accord? Un entraînement intensif pendant 15 minutes à 350 watts. C'est comme si vous preniez un sujet, vous le mettez sur un tapis roulant, le même exercice, 3 jours différents, d'accord? Premier jour, alors là je vous expliquerai, le niveau motivationnel il est là. Je vous expliquerai comment un petit peu après on fait pour l'avoir. Premier jour, alors on lui demande par questionnaire, hein, son RPE, effort, douleur, plaisir, et on détermine charge mentale de 7 sur 10. Son niveau motivationnel était à ce niveau-là, donc il lui restait un petit peu de ce qu'on va dire de débattement, ce qu'on appelle le niveau d'acceptation, d'accord? Où on peut encore un petit peu pousser. Le deuxième jour, on a ça. Même exercice. C'était le lendemain, en fait. Vous avez vu? Beaucoup plus de plaisir. RPE, moins de difficulté d'exercice, alors que c'est la même puissance, d'accord? La même, hein? Beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de douleur, donc une charge mentale qui diminue, d'accord? Et évidemment, là, vous avez de la marge. Après, c'est intéressant parce que là, entre la veille et ce jour-là, il a dû sûrement un petit peu se débloquer, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle des déblocages, il se sent mieux, alors que la puissance est la même. Troisième jour, fatigué, parce que avant de faire ça, il avait fait autre chose, et là, vous voyez qu'à un moment donné, on a une grosse partie, une difficulté d'effort difficile, avec beaucoup de douleurs périphériques, d'accord? Peu de plaisir, ce qui vous fait monter la charge mentale, et là, vous dépassez le niveau motivationnel. Alors là, c'est très dur. On peut le faire sur quelques séances, mais ce modèle-là, trop souvent, crée des problématiques. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, on en est où on y est. Mais si vous êtes sur un modèle comme celui-là trop souvent, c'est là que vous créez des blessures physiques, des blessures psychologiques, entre guillemets, si on continue ce modèle-là dans le temps. Donc il faut le gérer, en fait. Voilà, c'est un petit peu un exemple très schématique de ce que vous pouvez trouver, et qui vous montre que, pour résumer, pour une même puissance d'exercice, des modèles de charge mentale complètement différents. Ok? Alors, il y en a une multitude, j'en ai mis 3, hein, mais vous avez une multitude. Ça vous parle? Ça, ouais, c'est bon. J'avais repris, c'est un entraîneur de rugby que vous devez connaître, hein, Hugo Mola. J'ai pris une phrase que j'ai bien aimée, c'était en 2024. Nous entraînons l'attention, le résultat n'est que la conséquence de nos intentions. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cette phrase, elle me plaît bien. Nous entraînons l'attention. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que l'intention, c'est le cas de le dire, pèse énormément dans ce que vous allez réaliser au niveau de votre action, en fait. Si vous avez l'occasion, je vous invite à lire ce bouquin-là, fait par un collègue, Jean-Philippe Lachaud, qui est neurophysiologiste à Lyon. C'est vraiment bien son truc, c'est vraiment bien, ça se lit vraiment facilement. Et il a déterminé alors son acronyme, c'est le PIM. Vous allez voir, moi, ça me plaît bien, ce truc-là. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça me plaît. Le PIM, P-I-M. Vous allez voir pourquoi. Et ça rejoint un petit peu tout ce que je viens de vous dire au niveau de l'efficacité mentale, qui fait que quand, généralement, vous voulez tous avoir des résultats. Tous. On a un patient, on a un athlète, on veut des résultats. On est d'accord là-dessus. C'est ce qui nous anime. C'est ça qui nous anime. Le résultat. Le seul truc, c'est que souvent on se projette là-dessus, mais on a oublié, vous allez voir, toute la cascade qui permet d'avoir les résultats. Le premier truc, c'est j'ai une intention.
Ou alors, c'est pas moi qui l'ai, mais c'est des fois, c'est les autres qui ont une intention pour moi. Encore autre chose, ça. On aimerait bien que tu. On aimerait bien que tu. Il faut faire ça. Il faut réaliser ci. Ok, oui, mais mon intention à moi, est-ce qu'elle matche bien avec ce que les autres attendent de moi? Donc, ce qui est important aussi, c'est l'intention du sujet. Qu'est-ce que lui, à un moment donné, veut produire? Je cherche à faire quoi? Je cherche à faire quoi? Ça nous renvoie sur, on est dans le M, ok? Vous allez voir le P, je le mettrai après, volontairement. Je vous ai mis le I, on est dans le M. Du moment que j'ai une intention, j'ai une manière d'agir. Mais quand on a une manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi? Oui, c'est un petit peu... je fais attention à bien faire quoi? Et ensuite, je produis de l'action. Puisque j'ai mon intention, je mets en place quelque chose pour agir, je me déplace, je produis de l'action. Et quand je produis de l'action, évidemment, j'ai des réponses, j'ai mes résultats, puis je peux analyser les datas. C'est ce qu'on peut faire, c'est dans vos corps de métier, on est dans ce modèle-là, on a des réponses, on mesure, d'accord? Mais il me manque le P ici, que je voulais vous mettre. Et le P, vous allez voir ce que c'est, le P, c'est ce que je viens de vous évoquer en fait. Je perçois certaines choses. Je fais attention à quoi? Donc si vous prenez la cascade de tout ça, quelque part, ça résume beaucoup de choses. Ça veut dire que souvent, on se projette sur tout le temps les « il faut des résultats, il faut des résultats ». Moi, je vois bien aussi dans le sport de haut niveau. On veut des résultats, ok. Mais c'est le problème, c'est que pour en arriver là, il faut percevoir. Je prends un exemple, que ce soit dans le sport en général, je suis en vélo, je suis dans une course, je suis dans un peloton. C'est en fonction de mon environnement, c'est en fonction de ce que je perçois à un moment donné, que je vais commencer à avoir une intention. Je ne peux pas avoir une intention sans percevoir quelque part. Vous me suivez? Alors c'est un peu, c'est spécial ce que je vous évoque là, mais cette cascade, à un moment donné, je trouvais très importante parce qu'à un moment donné, on retombe sur la production d'action, donc sur les réponses que l'on mesure beaucoup aujourd'hui, d'accord? Mais on a oublié tout ça. Et les athlètes l'oublient des fois. Les athlètes, ils sont directement, ouais, on m'a dit d'avoir des résultats. Ok. Mais bon, ok. Et c'est pour ça que la phrase du Gomola me plaît bien quand il dit on entraîne les intentions. Je trouve que c'est vachement bien, quoi. Et quand on accompagne quelqu'un, à un moment donné, je crois qu'il faut être très, très agile et de se dire à un moment donné, est-ce qu'il a vraiment bien compris est-ce qu'il a bien compris où je veux l'emmener? Parce que souvent, quand on accompagne, on veut emmener quelqu'un, d'accord? Et idéalement, il faut que les intentions des accompagnants se matchent avec les intentions du sujet, d'accord? S'il n'y a pas matching, c'est compliqué. Ouais? Voilà, je vais passer là-dessus, c'est compliqué ça, je vais pas le faire. Plutôt repartir là-dessus. Je reviens sur mon exercice, parce que je vous ai parlé de la charge interne de manière générale, je vous ai évoqué un petit peu les mesures en général. Quand vous allez réaliser un exercice, vous avez différents modèles de fonctionnement finalement. Ce que j'ai appelé le premier modèle, c'est le modèle de fonctionnement contrôlé. C'est ce que font beaucoup d'athlètes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exercice, il est essentiellement réalisé en fonction de la charge externe. Ça veut dire qu'à un moment donné, je m'entraîne, je passe mon temps à regarder mes pulsations cardiaques, je passe mon temps à regarder ma vitesse. En fait, je m'entraîne sans arrêt en train de regarder ce que je produis. C'est ça le modèle du fonctionnement contrôlé de la charge externe. Et aujourd'hui, avec tous les outils que l'on peut avoir et qui sont nos montres et tout, etc., on est complètement piloté sur des fonctionnements contrôlés. Les gens, la plupart, et je sais de quoi je parle parce que j'en discute avec beaucoup de sports, ont perdu
On va le voir, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la finesse du fonctionnement interne. Il y a quelques temps, j'ai discuté avec des trailers. Ils étaient en stage, en montagne. Et ils me disaient ah ouais, mais bon, on comprend pas. Je regarde mes pulses, on m'a dit que mon seuil, il était à telle pulsation, etc. J'y arrive pas à le tenir, ça va pas. Je fais non, évidemment que tu peux pas. Parce que si tu es en altitude, à un moment donné, ta réponse cardiaque n'est pas la même que si tu es au niveau de la mer. D'accord? Avec l'hypoxie. Les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, on doit adapter quelque part ces zones d'intensité, son ressenti, d'accord? Et en fait, et après, la réponse cardiaque se fera en fonction du ressenti. Vous voyez la nuance. Mais si vous faites l'inverse, je me calque sur ma réponse cardiaque sans m'occuper de mon ressenti, on est à l'envers en fait. On se met à l'envers. Et ça, vous l'avez aujourd'hui, pareil, avec les capteurs de puissance. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'athlètes, à un moment donné, ils regardent leurs watts. Regardez leurs watts. C'est génial de regarder les watts. J'adore, hein, moi, pas de problème. Ils regardent. Et souvent, ils clampent. On m'a dit que ma zone, elle était à tel wattage. Alors, on essaie de tenir les watts. Mais si vous êtes fatigué, vos zones d'intensité ne sont plus les mêmes. Vous ne pouvez pas les tenir, puisque vous êtes fatigué. Vous me suivez? Quand on est fatigué, la charge interne est... Vous avez de la fatigue, le ressenti, vous avez des douleurs, ce que je vous évoquais tout à l'heure, vont faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir matcher correctement avec les zones qu'on vous a données, en fait. Parce que vous êtes fatigué, ou vous êtes malade, vous avez un souci. D'accord? Donc, dans ce modèle-là, quelque part, on gère son exercice toujours, bien souvent, en regardant les datas qui sont produites, enfin, qui sont sur les compteurs, d'accord? Puissance, fréquence cardiaque, vitesse, c'est les datas essentielles aujourd'hui, hein, d'accord? Et puis, à un moment donné, ça détermine une charge interne. C'est-à-dire que c'est ma charge externe qui détermine une charge interne. Et souvent, on ne s'en occupe pas trop de ça. Ou alors si, oh, c'était dur aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire. Et c'est là qu'il y a des athlètes qui, à un moment donné, dans certaines séances d'entraînement, ont vraiment du mal parce qu'ils vous disent « Ouais, j'ai pas réussi à faire la séance d'entraînement qu'on m'a dit de faire aujourd'hui. » Combien de fois je vois ça? Bah oui, ils peuvent pas, puisque c'était trop dur. Les zones de travail qu'on leur a données en charge externe ne correspondaient pas avec leur capacité de charge interne du moment. Pour différentes raisons. Hein. Charge mentale élevée, niveau motivationnel bas, mal ici, fatigué, vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça ne matche pas, à un moment donné, ça crée des problématiques. Donc là, le plaisir diminue, on se pose des questions, je suis pas en forme, ça va pas, et tout peut vite partir en vrille et créer de la blessure. Donc, quelque part, la charge interne devient une conséquence. Une conséquence parce qu'on travaille clampé sur les datas. Alors oui, qu'il faut le faire de temps en temps, bien sûr, mais pas tout le temps. Et il y en a, ils sont sans arrêt, clampés sur les datas fournies sur les montres ou sur les compteurs. Et la charge interne, quelque part, d'accord, induite, elle peut varier, le niveau d'entraînement. Vous êtes sur un cycle d'entraînement de 3 semaines, 3e semaine, vous êtes fatigué. C'est normal, on ne peut pas progresser sans fatiguer. Donc, la relation entre l'externe et l'interne, sur un cycle d'entraînement, elle va évoluer, et sera exactement la même. Nutrition, santé, état psychologique, conditions environnementales, génétique, etc. etc. D'accord? L'autre modèle, celui qui est extrêmement important et que je vous évoque depuis le début, qui est complémentaire mais qui pèse pour moi énormément, et c'est la base. En gros, il faudrait développer ce modèle-là pour ensuite aller sur l'autre. C'est de se dire, j'apprends à mes athlètes à gérer l'exercice avec les sensations, le perceptif. On est capable aujourd'hui, quand on est bien calibré, de quasiment définir toutes ces zones d'intensité rien qu'avec la perception de l'effort. D'ailleurs, à très haut niveau, les athlètes ne vont pas s'amuser à regarder sans arrêt leur data pour être performants. Ils le font, souvent les champions, avec le perceptif. D'accord? Et dans certains sports, ils n'ont pas le choix de toute manière. Je gère avec mes sensations, ce qui détermine une charge interne, on est bien,
J'analyse finement, évidemment, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et la charge externe est une conséquence. La réponse est une conséquence de ma gestion ici. D'accord? Et là, vous pourrez retomber là-dessus. Les deux modèles, quelque part, sont importants. Mais ce modèle-là, il est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'habitue pas les athlètes à travailler avec ce modèle-là et qu'on les met que sur le modèle 1, ça va créer des problématiques. Et aujourd'hui, le souci, c'est que dans de nombreux sports, avec tous les outils que l'on a, on est beaucoup sur le modèle 1 dans certains sports, parce qu'on veut de la data, de la data, de la data, et on ne fait que faire des statistiques sur la data externe. Et on oublie ça, quelque part. Si je vais un petit peu plus loin pour continuer ce que je viens de vous évoquer, on pourrait se dire qu'il est possible de générer de la puissance mécanique, ou du déplacement quelque part, à partir des différents modes que je viens de vous évoquer, selon différents modèles. Pour moi, il y en a trois. C'est-à-dire on a un contrôle libre en réponse aux autres ou clampé. Alors, je vais vous expliquer. On va reprendre un modèle simple. Je suis toujours on fait un petit footing tous ensemble. Toujours tous ensemble, on fait de petits footings dans le pré là-bas. On tourne et vous allez voir comment ça se passe. Quand l'exercice est, comment dirais-je, est contrôlé librement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais mon footing, mais j'ai aucun souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je contrôle le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Je subis pas l'exercice. Mais on peut être en réponse aux autres. Je fais mon footing, mais je sens que je suis quoi. Je suis en réponse. Tout le temps en réponse aux autres. Je le contrôle pas, quoi. Et puis il y a le truc clampé. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qui est devant, qui fait le tempo, lui il a clampé. Je sais qu'il doit courir à 12 à l'heure, allez, je cours à 12 à l'heure. Boum, je clampe. Vous me suivez? Le premier, il clampe à 12 à l'heure, il a clampé l'exercice. Il y en a d'autres qui sont derrière et qui sont en réponse. Et puis il y a ceux qui sont derrière, mais je suis bien, je suis à 12 à l'heure, je contrôle mon bazar, je contrôle l'exercice. Vous voyez? Ils sont tous à la même vitesse, mais ils vont avoir des fonctionnements différents. Et ça a une implication qui fait qu'à un moment donné, mentalement, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est tout le temps en réponse aux autres, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne produit pas d'action. L'action qu'il produit dépend de l'autre, tout le temps. Donc on ne développe pas toujours les bons stimulus. Lui, s'il est tout le temps dans ce mode-là, des fois c'est peut-être trop facile. Je contrôle librement, tout va bien, etc. Mais vous allez mettre des fois en difficulté à suivre quelqu'un qui clampe et il monte la vitesse, il aura du mal. Parce qu'il est tout le temps en contrôle libre et il n'a jamais clampé une vitesse à tenir, par exemple. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, idéalement, il faut être capable de fonctionner dans les trois modèles, en fonction de ce que l'on fait. Et là, comme je vous l'ai dit, on peut être en réponse aux autres, mais on contrôle, mais en réponse aux autres, mais on subit. C'est encore pire. Je subis, je suis, mais ouais, je subis. Hein. Je suis, mais je contrôle. Pas pareil, d'accord? Je clampe, mais je subis. C'est l'athlète au Tour de France, qui est dans un col, il a le leader derrière, on lui a demandé de rouler à telle vitesse. Ouais, il subit, hein, il clampe à tant de watts, mais dans 5 minutes, c'est sûr que je ne pourrais pas tenir. Et puis il y a ceux qui clampent, mais ils savent qu'ils vont pouvoir passer tout le col sans problème, ils contrôlent. Ils contrôlent très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ça, c'est très mental. On est capable de fournir de la locomotion, de fournir des intensités d'exercice sur des modes, quelque part, des modes de fonctionnement psychophysio, je pèse mes mots, qui sont très différents. Et si je vais jusqu'au bout du raisonnement, je vais retomber sur mon fameux pain effort, en fonction de tout ça, d'accord?
et je vais retomber sur ma charge mentale. Si vous suivez tout le raisonnement que je vous ai donné depuis le début. D'accord? Imaginez, vous êtes dans un cabinet, vous avez un tapis roulant, il y a un patient qui vient. Il est comment dans ce modèle-là? Est-ce que c'est facile? Il contrôle? Vous le clampez? Vous le laissez libre? Je lui laisse la vitesse libre et c'est lui qui fait. Et puis à un moment donné, c'est pas pareil. Le fonctionnement n'est pas le même. Et vous allez jouer là-dessus. Il n'y a pas un mode meilleur qu'un autre. Tout est bon, j'ai envie de vous dire. Tout est bon. Mais c'est le contexte qui fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et certainement, à un moment donné, jouer un petit peu avec tout ça pour élargir l'éventail de locomotion, j'ai envie de vous dire, des sujets que vous avez et des athlètes. C'est ça qui fait la richesse de la locomotion, finalement. C'est de jongler avec tous ces modes. Bon, ça, je vais passer. Moi, je vais passer aussi, là, c'est un peu technique. Si je finalise un petit peu ce que je viens d'évoquer, si je fais un résumé de tout ce que je viens de dire, une sorte de modélisation sur une seule slide. Vous avez un exercice. Je fournis un exercice. Vous avez bien compris qu'au moment où je fournis l'exercice, je vais retomber dans ce modèle-là que je vous évoquais au début. D'accord? Au niveau interne, on est dedans. C'est pour ça que je l'ai encadré en pointillé pour bien montrer qu'on est dans quelque chose d'interne. Et, quelque part, on va avoir ce qu'on appelle une charge d'exercice. C'est ce modèle-là, à un moment donné, qui va vous donner la charge de votre exercice. Training load, appelez-le comme vous voulez. Et en fonction ce qu'on appelle la réponse dose-stress. La dose, c'est un dosage, hein, un dosage de votre charge. Et le stress que vous avez mis, finalement, tout ça va jouer sur la charge d'exercice. Et vous allez retomber sur un modèle où la performance, quelque part, va être la relation entre le potentiel physique que je développe avec mon sujet quand je l'entraîne et le niveau de fatigue qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas développer la performance d'un sujet. Alors, quand je dis performance, on est bien d'accord, je le décline à n'importe quel niveau. Hein. Si on n'accepte pas qu'à un moment donné, ça va être dur, il y aura de la fatigue. Et la fatigue, je l'ai évoqué, elle est périphérique et elle est centrale, d'accord? Il y a les deux, périphérique et centrale. Et elle est même mentale. Mental, c'est tout ce qui est cognitif. C'est-à-dire quelqu'un qui est, vous qui êtes kiné, etc. Imaginez un athlète qui est au massage et qui passe son temps pendant 3 quarts d'heure au massage à piloter sur son téléphone, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous augmentez toutes les opérations cognitives et vous augmentez la fatigue mentale. Idéalement, quand on est sur un massage, c'est un moment où au niveau musculaire, on se laisse aller. Et les études montrent aujourd'hui que quand on fait du massage, la plus grande partie de la récup, elle est plus que musculaire, elle est centrale. C'est-à-dire c'est pour ça que ça prend du temps. Quand on fait du massage pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, idéalement, il faut que les athlètes soient le plus relâchés possible pour faire en même temps une récupération centrale. Fatigue centrale, fatigue mentale, d'accord? En même temps que vous allez masser, etc. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, passer du temps à masser un muscle, les études le montrent, et à un moment donné, il ne se passera plus rien. C'est pas en passant une demi-heure sur 2 jambes que c'est... Non. Vous faites 5, 10 minutes, un quart d'heure, vous passez sur un autre groupe musculaire. C'est pas la durée de massage sur un groupe musculaire qui fera la différence. C'est l'ensemble, en fait. D'accord? Et donc là, on est évidemment sur ce que j'ai évoqué, la charge externe. C'est toutes les mesures que vous allez faire avec vos capteurs. Et là, cette fameuse charge mentale que j'ai mis là, hein, travail interne. Donc vous avez travail externe, charge interne, et quelque part, on retombe sur la relation entre la charge interne, la charge externe,
Et le vrai indice de performance, au bout du compte, si je dois conclure, il est là. C'est la relation entre ça et ça. D'accord? Elle est ici. Ça veut dire que quelqu'un qui court à 12 km/h, il trouve que c'est facile. Et il fait 12 km/h, il trouve que c'est difficile. La relation entre les deux fait que l'indice de performance fait que pour une puissance mécanique donnée, pour un travail externe donné, plus c'est facile ici, meilleur je suis en index de performance. D'accord? Donc vous avez un sujet, il est en rééducation. Si au bout de plusieurs séances, pour le même exercice, c'est plus facile pour lui, il sera plus performant. Ok? Non, dans la généralité. Donc si je conclus quelque part, il apparaît essentiel d'utiliser la charge interne comme élément de référence pour adapter l'intensité de l'exercice. Ça c'est indispensable, mais c'est pas assez fait. C'est pas assez fait. Idéalement, développer la finesse de la perception de l'effort. Alors, finesse, c'est quoi? C'est, à un moment donné, pour développer ça, c'est apprendre aux sujets, aux athlètes, aux gens à utiliser les échelles, poser les bonnes questions. Quand on a une échelle, par exemple, c'est bien d'avoir l'échelle, mais il faut poser la bonne question qui va avec. Les échelles, elles sont scientifiquement validées. C'est pas parce que ça va de 0 à 10 que, tiens, prenez l'échelle, donnez-moi une note. Non, on pose la bonne question. D'accord? Ça, c'est important. Et puis, on peut faire des exercices du style, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple très très simple. Vous avez un tapis roulant, vous faites marcher quelqu'un à 7 km/h, et vous lui demandez une note de perception d'effort. Vous le mettez à 8 km/h, vous lui demandez une autre note. Et vous faites la relation vitesse-perception de l'effort. Vous l'entraînez, il revient, et vous refaites cette relation-là un peu plus tard. Vous allez voir, si tout se passe bien, pour la même vitesse, il va retrouver l'effort moins difficile. Et si je vais au bout du bout, où est-ce qu'il a mal? Pain, sense of effort, etc. On peut aller très loin. Niveau motivationnel, charge mentale. Vous déclinez tout, en fait, sur un mouvement de locomotion. D'accord? Et le mouvement peut être très simple, il peut être basique. Ça peut être un mouvement de squat, ça peut être un mouvement analytique. Là, vous avez parlé de locomotion en général, mais le mouvement peut être analytique. D'accord? Donc attention, oui, à donc utiliser la relation charge interne, charge externe, ça je l'ai évoqué. Attention à être que tout le temps dans la mesure de la réponse de la locomotion. Avoir que de la mesure sans s'occuper, encore une fois, du ressenti. Ok? Il faut être très surpris. Et puis, idéalement, être pleinement acteur de son exercice. Ça, c'est pas évident, ça. Souvent, comment dirais-je? Si vous prenez deux groupes en population, des gens qui sont acteurs de leur séance et d'autres qui ne sont pas acteurs de leur séance, vous leur faites la même séance, ceux qui sont acteurs de leur séance progresseront plus vite que ceux qui ne sont pas acteurs. En même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai pas la recette. Rendre quelqu'un acteur de sa séance, ça, à chaque praticien, à chaque entraîneur, à chaque technicien, de mettre en place des choses pour faire en sorte que les athlètes, les personnes soient complètement investis dans la séance qu'ils sont en train de vivre. Il y en a qui ne sont que passifs. J'attends qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Ouais, très bien. Mais est-ce que pour bien réaliser quelque chose, c'est encore mieux de comprendre ce qu'il faut faire. Donc on en revient toujours à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les intentions qui sont derrière. Voilà, donc je pourrais parler encore de beaucoup d'autres choses, mais j'ai parlé combien de temps? 1 heure là? Je sais pas, non? Un moment, non? Oui, bah, je préfère que vous me posiez des questions maintenant, ce sera beaucoup... Là, j'ai lancé des tas de pistes, des tas de pistes. Je pense que le mieux, c'est que vous me posiez maintenant des questions. Alors, quelle solution vous utilisez pour baisser justement la charge interne? Alors là, quelle solution on utilise? Il y a des... là, on rentre dans ce qu'on va appeler l'efficience mentale, entre guillemets. Par exemple, on a aujourd'hui de plus en plus des
des coachs mentaux qui interviennent dans les équipes. Nous, on en a. Les coachs mentaux, certains sont en capacité à aider les athlètes à faire en sorte que pour un exercice donné, ils le ressentent moins difficile. Il y a des techniques d'imagerie mentale, des techniques de dissociation, d'association. Par exemple, quand vous faites un exercice, plus je me concentre sur la douleur, parce que c'est dur, plus ça va être dur. Ça vous est déjà arrivé, vous faites un exercice, puis vous pensez à autre chose, d'un seul coup. Ah, bah c'était dur, mais finalement je pensais à autre chose. Ce qu'on appelle la dissociation, quelque part. Le cerveau, il fonctionne comme ça, en fait. Le cerveau, faut l'apprivoiser, quelque part. Lui, il peut être très reptilien, c'est dur, c'est trop dur, je m'écarte, je m'arrête, l'exercice est devenu trop dur. Mais on sait aujourd'hui que les athlètes qui travaillent sont en capacité à faire durer plus longtemps un exercice qui est dur, parce que mentalement, ils le gèrent autrement, en fait. Vous voyez ? Alors là c'est toutes des techniques. Alors il y en a qui le font tout seuls, parce qu'ils ont besoin de personne, ils y arrivent. Et puis il y a ceux qui à un moment donné ont du mal et peuvent progresser avec un accompagnement mental. Je vous donne un exemple encore très simple. Je vais prendre mon exemple on va tous ensemble courir. Le but, c'est on va courir pendant 1 heure. Ben, il y en a déjà, avant le départ, qui vont se dire « Oh, j'ai 1 heure. 1 heure. Oh, ben, vous voyez ce que je veux dire? Puis l'autre, ils vont dire « Ouais, génial, 1 heure. » On n'a même pas commencé. Ça veut dire que il faut jouer sur ce qu'on appelle ces modèles, ces templates mentaux qu'on se met en place. On peut jouer dessus, en fait. Et pendant l'exercice, imaginez maintenant, vous êtes pendant l'exercice. Ouais, ça va durer 1 heure. Et je reprends ma perception de l'effort. Si vous sentez que c'est dur depuis le début, et vous dites que ça dure 1 heure, moi, je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Donc déjà, vous mettez du négatif. Mais vous pouvez très bien vous dire, ah, c'est dur, qu'est-ce que je mets en place comme solution pour gérer la douleur, la difficulté? Vous voyez la nuance? Et moi, je dis souvent ça aux athlètes. Vous devez être des trouveurs de solutions. Un athlète de haut niveau, même pas que de haut niveau, entre guillemets, faut trouver des solutions. Je n'ai pas de recette, mais il faut aider, il faut accompagner. Parce que lui, là-haut, vous pouvez vraiment jouer dessus. Je vous en prie. Une petite stratégie physique d'adaptation qu'ils auraient appris avec des coachs. Avec des coachs ou sans coach, j'ai envie de vous dire, je dis toujours quand on est accompagnateur un entraîneur quand vous entraînez quelqu'un, un entraîneur doit avoir quand même une certaine sensibilité de coaching mental. On peut pas être que entraîneur, vous voyez ce que je veux dire? Un praticien, vous êtes des praticiens, je vois mal comment on peut être praticien sans avoir une petite partie, vous voyez ce que je veux dire, d'accompagnement mental, entre guillemets. Elle est indispensable. Alors on l'a plus ou moins, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui ne l'auront pas du tout. Il y en a, tu fais ci, terminé. Tu fais ci, terminé. Tu fais ci, terminé. Pas de problème. Parce que chacun fonctionne comme il le souhaite. Mais n'oubliez jamais qu'à un moment donné, qu'est-ce que je vous ai expliqué là, je vais le dire autrement. Moi, j'ai entraîné pendant 30 ans, à peu près une bonne trentaine d'années. Le message que je veux toujours faire passer, même si je sors du métier d'entraîneur, je vais plutôt parler des métiers d'accompagnants, des gens qui agissent sur des sujets. J'ai mis du temps à comprendre qu'avant de mettre en place une première séance, je vais peser les mots en disant ça, avant de mettre en place une première séance, je dois comprendre globalement comment fonctionne la personne qui est en face de moi. Ça paraît bête ce que je dis là, mais j'ai fait ces erreurs-là moi au début. J'ai rendu des athlètes moins bons au début. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais faire comme moi je voulais. C'est ce que je pense qui est le mieux, je crois en ce que je fais, il faut que tu fasses comme ça. Vous savez ce qui se passe à certains niveaux? Quand vous les mettez trop à la marge, ils deviennent moins bons. Parce que vous les mettez trop à la marge. J'ai eu du temps à le comprendre ça. Ça veut dire qu'en gros, quand vous avez un individu, une personne, c'est comme, je vous fais l'image, vous avez un cadre, c'est ça le cadre. Essayez de trouver le cadre de fonctionnement de l'individu. Et si vous voulez le faire progresser,
c'est pas en mettant toujours au milieu, en mettant toujours des stimulus ici. Il faut aller un petit coup là, il faut aller un petit coup là, il faut aller un petit coup là, il faut aller un petit coup là. Mais ça, vous ne pourrez le faire que si vous avez déterminé globalement le cadre. Si vous avez en face de vous une personne et que vous savez que vous avez aucune idée du cadre, de son cadre de fonctionnement, c'est compliqué. Vous ferez des choses. Oui, vous ferez des choses. Ça va fonctionner. Mais pas aussi bien que si vous êtes en capacité d'avoir déterminé ce cadre pour aller chercher un peu partout. Alors oui, ça peut prendre du temps. Ou pas. Tout dépend du mode de fonctionnement des gens. Mais c'est indispensable, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et d'années. En passant par des erreurs, évidemment. Est-ce que vous avez un questionnaire de démarrage avec un athlète sur les idées reçues qu'il a sur son fonctionnement corporel? Fonctionnement corporel? Son fonctionnement corporel. Ah, voilà. Bonne question. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il a comme idée reçue pour pouvoir le faire avancer. Donc... Ouais. Alors moi, pour répondre à votre question, comment dire? En un, ce qui m'intéresse, comment dirais-je, j'ai envie de vous dire, souvent, vous savez, on veut partir comme vous dites, tout de suite du zoom fonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Clac. Moi, mon expérience me dit qu'il faut faire l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut partir du large pour mieux comprendre le dysfonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que j'ai fait des grosses erreurs en voulant faire des zooms. Parce que je n'avais pas compris, après avec le recul, que la problématique, elle venait d'un truc extérieur que je n'avais pas saisi, en fait. Et j'ai perdu énormément de temps avec ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est avoir, alors j'ai pas de recette, c'est dans une discussion libre, moi j'adore ce terme-là, discussion libre. Questionnaire peut être très bien, parce que ça vous permet de ratisser des tas de trucs. Vous pouvez faire les deux. Mais la discussion libre vous permet à un moment donné d'aller sur des terrains qui ne sont pas dans les questionnaires. J'ai envie de vous dire, l'idéal, c'est les deux. Alors la discussion libre, c'est dur parce qu'à un moment donné, les gens se livrent plus ou moins bien. Mais s'ils sentent qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un de confiance et qui comment dirais-je, qui essaie de comprendre quel est leur mode de fonctionnement général, ça va vous apporter une quantité d'informations terribles. Et là, vous allez mieux comprendre pourquoi il peut y avoir des dysfonctionnements, des douleurs, des ceci, des cela. Parce que quand on a une douleur, souvent, bien sûr qu'on fait le zoom. Mais la problématique, c'est que, comment elle s'est déclenchée, cette douleur? Elle vient d'où? Et des fois, on ne comprend pas. Parce qu'on est tellement dans le zoom. On va voir tel spécialiste, tel machin, tel bidule, chacun donne son truc, ce qui est logique. Et moi, l'expérience m'a appris que, par moment, c'est une problématique, enfin appelez ça comme vous voulez, une problématique, elle vient souvent, jamais, d'une seule chose. C'est un faisceau de plusieurs trucs qui ont créé la problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Et idéalement, c'est de se dire, à un moment donné, comment j'ai essayé de trouver les faisceaux qui ont fait que. Et vous ne trouverez les faisceaux, à un moment donné, que si vous avez un cadre assez large pour comprendre comment ça a pu arriver, en fait. Et là, ça devient intéressant. Ça devient vraiment intéressant. Après, on traite, évidemment. Mais il faut faire les deux, en fait, parce qu'il y a des traitements qu'il faut faire rapidement, à un moment donné. Mais si ça dure, si c'est problématique, etc., c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, moi, par exemple, dans la pratique, je vous parlais tout à l'heure de compensation, la machine humaine, elle est formidable. Elle a une plasticité extraordinaire. Une plasticité mentale, une plasticité fonctionnelle incroyable. Pour vous faire court, si j'ai mal là, aujourd'hui, de manière, on va dire, quasiment automatique, l'organisme va trouver une solution pour contrecarrer la douleur. C'est même pas vous qui allez la trouver, c'est lui qui va la trouver tout seul. Apparemment, il la trouve. Vous avez plus mal parce que vous avez compensé la douleur en ayant une adaptation, quelque part, autre, qui compense ce moment-là. Alors, deux solutions. Ou ça marche et il n'y a plus de problème. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Quand ça marche, on touche rien. Hein. Ou alors, quelques mois ou quelques semaines plus tard, c'est pire. Ça a marché un moment, mais il y a encore plus mal. Puis ailleurs. Et c'est ce que j'ai souvent rencontré, moi, aussi dans le sport, dans le cyclisme, les positions sur le vélo,
les athlètes en course à pied, etc., c'est que c'est souvent des compensations, des gens qui avaient des douleurs, qui ont changé un truc, qui sont partis sur autre chose, qui a déclenché ci, qui est reparti là, et puis après, vous n'y comprenez plus rien. Et là, il faut prendre du temps. Qu'est-ce que tu as fait il y a un an? Qu'est-ce que tu as fait il y a ci? Qu'est-ce que tu as fait? Pour essayer de comprendre comment tout ça s'est mis en place, c'est compliqué. Et vous voyez qu'à un moment donné, l'organisme, chez certains, il a passé son temps à compenser pendant plusieurs années. Et alors là, la difficulté, c'est de se dire, elle est où la bonne base? Vous savez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez plus. Et j'ai pas la recette, mais je l'ai tellement vécu, et je le vis encore aujourd'hui, c'est de se dire à un moment donné, ben voilà, dans l'état actuel des choses, remettons des bases fonctionnelles. Je vais prendre un exemple très simple sur moi, parce que souvent les meilleurs testeurs, c'est soi-même. Pendant des années, à un moment donné, j'avais une mal à l'épaule, quoi. Vous voyez? Toujours cette épaule-là. Ce mouvement-là, je pouvais plus le faire. Celui-là de mouvement, je pouvais plus le faire. J'ai mal. Vous savez ce que j'ai fait depuis un petit moment? Je fais du Qigong. Qigong, le matin, tranquillement. Des mouvements lents, etc. Poids du corps, j'ai plus mal. Mais j'ai eu mal au début. Après, c'est un exemple. J'ai pas de recette quelque part, mais c'est compliqué, quoi. Mais il faut du bon sens. Alors vous êtes des praticiens, vous avez vos connaissances. Je pense qu'à un moment donné, il faut. Moi, ce que je dis toujours, c'est l'holisme, la bonne méthode. L'holisme. Et l'holisme, c'est compliqué. Moi, dans mon métier, ce qui me plaît, c'est discuter avec des guides équinés, des ostéos, des médecins, tous les corps de métier. Et puis de me faire mon idée. Quand il faut. Et là, vous dites des fois, ouais, c'est compliqué quand même. Et vous comprenez encore mieux pourquoi c'est compliqué. Parce que quand on fait le zoom, waouh, c'est pas simple, quoi. Mais évidemment, il faut traiter quand même. Il faut traiter la douleur, il faut traiter les problématiques. Mais j'ai pas la recette. Parce que l'organisme, encore une fois, c'est une belle machine. Mais cette machine, elle est hyper complexe dans ses mécanismes. Mais à la fois, elle est hyper sophistiquée, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable. On a une machine humaine qui est hyper sophistiquée, qui est bourrée de mécanismes, et qui fait qu'à un moment donné, on peut vite se bourrer, parce qu'à un moment donné, on fait des zooms trop précis. Voilà, et des fois, il faudrait ouvrir un peu plus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je ne pense pas qu'il y ait une bonne réponse, mais moi, je reste très très humble, hein, avec les années, par rapport à ça. Plus ça va, plus je me dis, wow, je ne sais pas grand-chose, quoi. Plus ça va, plus je me dis, oh, je sais rien, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas si... Oui. Moi, j'aurais voulu savoir si c'était avec quel sportif c'est plus facile de travailler, celui qui a une charge interne avec une perception très forte, mais qui va souvent dire bah non, là je m'arrête, je suis trop fatigué, ou plutôt est-ce plus facile de travailler avec celui qui dit non, moi j'y vais à fond, il perçoit pas, mais par contre il risque de se blesser. Ouais, c'est une bonne question. Parce que là, on rentre vraiment dans ce que j'appelle le mode de fonctionnement général de l'athlète, et ce que je vais appeler ses traits aussi de personnalité, de caractère. Il faut que vous imaginiez que quand vous avez en face de vous quelqu'un, vous avez 50% de génétique. C'est énorme. Vous allez agir sur 50%. 50% c'est fixé, on ne peut rien toucher quasiment. Et sur ces 50% qu'on peut toucher, à un moment donné, vous avez ce qu'on appelle les traits. Et ces traits, ce sont aussi des choses qui sont fortes. C'est-à-dire, vous en avez qui, par exemple, il y a un trait qui est très fort. Je pense qu'il y a des papas, mamans ici dans la salle, vous avez des enfants, j'imagine. Et bien très jeunes, très très jeunes, il y en a qui ont déjà le goût de l'effort. Il y en a qui ne l'ont pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai des gamins, j'en ai pas un pareil. Mais j'ai plus rien, vous les élevez pareil. Et ces traits-là, comment vous allez dire à quelqu'un, il faut que tu donnes plus, c'est dur, maintenant j'ai pas envie. Ça veut dire que la manière, pour une même charge d'exercice, pour un même entraînement, et vous avez raison, la manière dont ça va être vécu, le ressenti va jouer énormément. Il y en a qui, quand c'est dur, quand ça devient trop dur, et là c'est en termes d'effort,
ils vont s'écarter, j'ai envie de vous dire, entre guillemets. Parce que le plaisir, il n'y en a plus, et je reviens sur ce que je vous ai dit, hein, et ça va être compliqué. Alors que d'autres, ils aiment ça. C'est dur, mais ils ont cette culture-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une part génétique là derrière, très forte. C'est très rare qu'à un moment donné, on puisse faire basculer les gens. J'aime la difficulté de l'effort, ou je ne l'aimais pas du tout, et d'un seul coup je l'aime, c'est compliqué. Ou alors si, des chocs traumatiques, très importants, des chocs traumatiques. Mais là, on ne va pas faire des chocs traumatiques pour... mais ça peut être dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'avec les athlètes, ben effectivement, vous avez des athlètes dont on sait que quand ça va être, l'intensité va devenir très difficile, ils vont y aller. Ils aiment ça et ils vont se battre. Et il y en a d'autres, avant de rentrer dans l'intensité, ils vont déjà démissionner. Vous me suivez? Et c'est compliqué. Mais on a besoin de tous ces athlètes-là. C'est-à-dire que certains sont formatés, et j'en ai entraîné certains qui me disaient, à un moment donné, pour vous dire, qui étaient vraiment à un très très bon niveau. J'avais des bonnes discussions avec eux. Tu sais, quand je sais que ça va être difficile et que ça va être dur, je prends mon pied. C'est pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière moi, je sais qu'ils vont en chier. Mais là, il y en a, c'est l'inverse. Quand ils savent que ça va être dur, déjà, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, ils ont déjà reculé. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le voyez dans beaucoup de sports. Prenez le tennis. Souvent, on en parle, match en 5-7, les grands chelems, des matchs en 3-7. C'est pas le physique qui fait la différence. Physiquement, il y en a, ils sont très très forts. Le fait d'aller sur un 5e set, waouh, c'est trop loin. Je peux pas gérer ce truc-là. C'est trop long, trop loin. Prenez un autre exemple, l'ultra trail ou les trucs d'endurance. Quand il faut se projeter sur du très long sur plusieurs heures. Imaginez, vous allez faire un truc qui est très très long. Si vous vous projetez sur l'arrivée, c'est extrêmement compliqué. Vous devez découper en morceaux en fait. Je me projette sur le premier moment. Qu'est-ce que je mets en place pour faire ça? Quand ça s'est réalisé, je me projette sur l'autre truc. Je me projette sur le suivant. J'ai expérimenté ça moi-même. Souvent, vous savez, les meilleurs expérimentateurs, c'est soi-même. J'ai fait 2 marathons des sables, vous savez, sac à dos, tout ça, etc. Et, 120 bornes dans le sable et tout, etc. Je voulais voir comment j'allais gérer ce truc-là. Et ce qui fait gérer le truc, c'est de se dire, je me concentre pour aller rallier ce qu'on appelle les points de ravitaillement, en fait. Ce qui se passe après, je m'en fous, je verrai bien. Je me concentre sur qu'est-ce que je mets en place pour aller de ce point-là à ce point-là, mentalement. Après, une fois que je suis là, je me projette sur le suivant. Et c'est ce que font les ultra-trailers. En ultra-trail, c'est pareil. Projection sur les ravitaux, sur les trucs, mais on ne se projette pas sur l'arrivée, c'est trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans le sport, en général, par rapport à la douleur, ça peut être ça aussi. C'est essayer de découper en petits morceaux des exercices, des choses, pour que les gens ne se projettent pas sur la fin de la séance, parce qu'elle va être dure. Imaginez, vous avez une séance qui va être très dure pour quelqu'un, elle va durer, je sais pas moi, 20 minutes ou un quart d'heure. Si déjà vous dites, monsieur, madame, oui, ça va être dur, ça va durer 20 minutes, bouf, non, faites pas ça. Ne parlez pas que ça va être dur pendant 20 minutes. Bon, pendant les 5 premières minutes, on va travailler ça. L'objectif, c'est ça. Les 5 suivantes, l'objectif, c'est ça. Et les 5 suivantes, là, et vous arrivez à la 20e minute. Et c'est pas du tout la même chose. Vous voyez le truc? C'est ça qu'il faut faire, en fait. On coupe en petits morceaux, on saucissonne, et on essaie de donner des étapes pour que les sujets s'adaptent à l'intensité, à la douleur, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il n'y a pas de bonne réponse. Mais j'ai bien répondu, non? Je ne sais pas. En fait, non. Avec certains, ça sera toujours difficile. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vous parlais de la perception de l'effort, quand à un moment donné, je vais vous le faire très simple. La perception de l'effort, sur un effort qui est difficile, elle va dériver dans le temps. Au début, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous suivez? Vous avez une sorte de pente qui fait que vous savez que ça va être de plus en plus dur. Il y en a qui gèrent bien cette pente de douleur en se disant « je sais que ça va être dur, mais je gère ». Et il y en a, quand ils sont déjà à 7 sur 10, en se disant oh, « c'est déjà dur à 7 ». C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ils vont s'écarter avant d'être allés jusqu'à 10.
Alors oui, les coachs mentaux, par rapport à ça, font du bon travail. Ils arrivent effectivement à faire en sorte qu'avec certains athlètes, le décrochage s'opère un peu plus tardivement. Parce qu'ils apprennent à gérer, hein, au niveau interne, cette gestion de l'effort, cette difficulté de l'exercice, et puis mettre en place justement des actions mentales qui leur permettent à un moment donné de se concentrer quelque part pendant l'effort sur d'autres choses que par moment la difficulté en tant que telle. Vous voyez? Donc mais ça prend du temps. Et d'autres y arrivent de manière tout seul, sans coach mentaux en fait. Donc mais très jeune, vous avez c'est déjà bien fixé quelque part. Et regardez aujourd'hui, les grands champions dans tous les sports. Ils n'arrivent pas par hasard à un certain âge, ils sont là tout de suite. Tout de suite. C'est parce que tout est fixé en fait. Après vous développez, la pierre précieuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que quelque part, cette grosse part génétique, c'est 50%, il y a cette grosse part mentale et physique à l'intérieur. Tout y est. Santé et tout est là-dedans. Après les autres 50%, on développe. Mais l'environnemental va jouer énormément. D'accord? Ça veut dire que vous prenez les 3 mêmes personnes, imaginez, vous les clonez, les 3 mêmes personnes, même génétique, vous les clonez. Vous en mettez un en Afrique du Sud, vous en mettez un ici, dans le nord de la France, et vous en mettez un en Australie, vous aurez 3 développements différents. Parce que l'épigénétique joue énormément, l'environnemental joue énormément sur les gènes, et le stress, le plaisir, l'environnement jouent énormément sur tout ça en fait. Ça, on est en train aussi de mieux le comprendre. C'est-à-dire que l'endroit où vous êtes, ce que j'appelle là le paradigme de l'aquarium, j'appelle ça comme ça, moi, le paradigme de l'aquarium. Et ça vaut pour nous, hein. Vous voyez comme moi, à certains endroits, vous vous sentez mieux qu'à d'autres. L'environnemental pèse énormément, énormément. Et on ne maîtrise pas tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des athlètes, on va s'entraîner en Espagne. Il fait bon, il fait chaud, l'aquarium est bon, quoi. Mais j'ai connu les années où on s'entraînait à cette période-là dans l'ouest de la France, hein, en Bretagne, par là-bas. Il faisait moins frais que dans l'est. Et puis maintenant, tout le monde est en Espagne. Il fait bon, il fait chaud, tout va bien. Les stimuli sont meilleurs, plus de plaisir, et vous retombez sur mon modèle. Hein, quand vous vous entraînez, quand vous accompagnez quelqu'un et que l'aquarium est bon, c'est plus facile, quoi, je veux dire. C'est comme si vous êtes kiné, et vous êtes dans un environnement, la personne elle rentre, dès qu'elle rentre, il ne sent pas, vous voyez ce que je veux dire? Et puis il rentre, c'est génial. Rien que ça le fait. C'est pas pareil. Rien que ça, c'est pas pareil. On le voit avec les salles de musculation. Il y a des salles de muscu qui sont dans des sous-sols, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a rien. Des lampadaires. Et il y en a d'autres qui sont plus avec des fenêtres et tout. Les gens vous disent, c'est pas pareil. Donc, l'environnemental, même l'endroit où vous travaillez, soignez-le. C'est important. Il faut se sentir bien. Ça joue énormément. Énormément. Merci. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant justement l'aspect mental, etc., est-ce que, selon vous, il n'y a pas justement un manque de conditions climatiques, parce qu'on parlait des conditions climatiques à l'instant, plutôt difficiles pour repousser les capacités mentales de l'athlète à se faire mal quand c'est dur, plutôt que de favoriser, comme là en ce moment on parle des stages à Calpe en Espagne, dans des conditions météorologiques plutôt favorables, où, entre guillemets, le sportif est dans un cocon où tout va bien, et au moment venu, s'il arrive ici faire des classiques en Belgique et qu'il se prend le vent de côté et que la pluie et tout, est-ce que là, à un moment donné, il ne va pas y avoir un problème aussi, selon vous? Ouais, c'est une bonne question, parce que bon... Alors, comment je vais répondre à ça? Ce que l'on sait, quand même, aujourd'hui, c'est que si tu prends un athlète, à un moment donné, que tu lui donnes une séance d'entraînement très stimulante, tu seras plus efficace si tu le fais dans un environnement climatique approprié que s'il fait très froid. Je n'invente rien, vous connaissez comme moi que le muscle aime bien travailler aussi dans une ambiance chaude, entre guillemets. S'il fait froid, que tu es recroquevillé et que tu grelottes, etc., déjà tu vas créer des mouvements parasites. Tu peux créer c'est là qu'on pourrait avoir des contractures, des problématiques. Et on sait aujourd'hui
que malgré tout, quand on s'entraîne dans des environnements climatiques très appropriés, on est même meilleur, sans problème, à haut niveau, hein, dans des environnements climatiques délétères, entre guillemets. Par exemple, aujourd'hui, vous avez entendu parler, entraînement sous la chaleur, acclimatation à la chaleur. On sait que aujourd'hui, ce sont les séances d'entraînement qui marchent chez tout le monde quand c'est bien fait. Chez tout le monde. Quand c'est bien géré, là c'est aussi, il faut bien le gérer. Et vous êtes meilleur dans toutes les conditions. Vous êtes meilleur dans le chaud, vous êtes meilleur dans le froid, vous êtes meilleur partout, en fait. À l'inverse de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes pas, ça marche pas chez tout le monde. Mais l'entraînement, ce que les Anglais appellent acclimation ou acclimatation. Acclimation, c'est les bains chauds, c'est les saunas, c'est l'home trainer. C'est quand vous êtes dans un environnement que vous avez simulé. Acclimation, il n'y a pas le terme en français, et acclimatation en anglais, c'est la vraie chaleur, le soleil. D'accord? Ça marche très bien. Et vous êtes bon dans un peu partout, puis au niveau, même s'il pleut et tout, le niveau motivationnel, quand il est élevé, tu passes partout, en fait. On n'a pas de souci avec ça, en fait. On a moins de blessés, ça je l'ai vu, mais on a moins de blessés, on a moins de malades. C'est important aussi, hein, quand vous êtes athlète, s'entraîner sans arrêt sous le froid, la pluie, etc. C'est pas simple, c'est pas évident. Pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas, il n'y a aucun souci par rapport à ça en fait, pas de problème. Je pense notamment à Bernard Hinault en 80 ou 80, Le je ne sais fameux plus. Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Est-ce que la différence, au final, elle s'est pas faite tout simplement dans la tête? Ah bah là, sûr, oui, bien sûr. Voilà, oui, je pense oui, qu'on est ça reste d'accord. Bernard, ça reste Bernard Hinault, hein. Un grand nombre avait arrêté, il était échappé, il était devant. D'ailleurs, je crois qu'il a toujours gardé des problématiques au Il niveau a des des doigts. problèmes de sensibilité au niveau des doigts. Oui, ben là, vous tombez encore une fois sur ce que vous avez expliqué. Vous tombez sur des mecs qui sont exceptionnels. Il faut considérer qu'aujourd'hui, pour souvent la question, le dopage et tout, etc., les champions, j'ai bien les champions dans tous les sports, sont des gens exceptionnels. Exceptionnels. Ils ont tout. C'est pour ça que c'est rare, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont la part génétique importante et ils ont compris, alors ça je viens de le dire, leur mode de fonctionnement. Ce sont des gens qui savent, comment dirais-je, qui savent ce qui marche sur eux. Vous regarderez, hein, c'est pas les autres qui décident pour eux, c'est eux qui décident. Le champion, il décide. Je veux tel entraîneur, je me sépare, je prends un tel, je vais à tel endroit, etc. Ces gens-là savent ce qui marche sur eux. Et ce qui est dur, c'est de les accompagner. Il faut le bon accompagnement. Les autres, la plupart des autres sont des très bons athlètes, d'accord? Mais le champion, il est vraiment à part, il est rare. Et en plus, il a ce mental, parce que vous pouvez avoir toutes les qualités physiques, hein, tout ce que je vous ai dit. On a beaucoup d'athlètes qui ont des grosses qualités physiques. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'en compétition, vous allez être performant? C'est la relation entre l'optimisation mentale, de ce que je vous ai expliqué, pour aller stimuler le potentiel physique que vous avez développé en fait. Imaginez, vous avez développé un gros potentiel physique, vous êtes fort physiquement, vous faites des tas de tests, PMA, VO2 max, explosivité, tout ce que vous voulez, vous êtes très fort. Mais c'est pas pour autant que vous êtes performant. Vous voyez la nuance? Et là, on fait des grosses erreurs avec ça aussi. On pense que parce qu'on est fort sur des tests, on va être performant. Non. Non. La performance, c'est l'interaction entre une optimisation mentale et un gros potentiel physique. Et ça, c'est compliqué. Pour ça que j'ai toujours dit que le jour où un Français gagnera le Tour de France, il sera exceptionnel. En plus, il sera français. Encore plus dur. La pression qu'on attend. Il sera exceptionnel. Ça va être dur. Parce que l'attente est tellement élevée qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir tenir le choc, hein, mentalement. Hein. Ça ne va pas être physiquement, hein. Ça va être mentalement. Et c'est pour ça que les champions, à un moment donné, sont des gens extraordinaires, parce que dans les grands moments, ils répondent toujours présents. Je dis toujours, mon meilleur exemple, c'est Duplantis sur la perche. Vous savez pourquoi? C'est fantastique. Comment il fait pour être 40 cm au-dessus de tout le monde? Sur la perche, il faut courir vite. Il arrive quasiment à 38 km/h avant de planter sa perche. Il faut courir vite. Au moment où il plante, il faut être gymnaste. Puis après, bon, il faut passer tout ça. Et avant d'avoir fait tout ça, il faut avoir, vous imaginez avant, mis un plan d'action dans la tête, des bonnes intentions et tout ce qu'il faut. C'est exceptionnel. Mais vous retrouverez une interview de Duplantis qui explique très bien que depuis tout jeune, ça m'avait marqué, il explique qu'à un moment donné,
il a compris que dans n'importe quel concours à la perche, au moment où il arrive sur un stade, il sait qu'à un moment donné, il devra s'adapter. S'adapter. Il le sait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a beau faire tous les plans qu'il veut avant, ça ne marchera pas. Donc il a appris à s'adapter très jeune. Et ça, c'est le message que je veux faire passer, c'est ça, c'est qu'idéalement, un athlète devrait être un trouveur de solutions envers lui-même, en se faisant accompagner. C'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, on leur donne beaucoup. Beaucoup attendent. Je veux ci, je veux ça, nutritionniste, ceci, cela, etc. Mais c'est pas ça qui te rend performant. Ce qui te rend performant, à ce moment donné, c'est de trouver des solutions en utilisant les accompagnateurs. Vous voyez la nuance? Ça, c'est pas simple. Il faudrait réapprendre à ça, quelque part. Mais le champion, il sait le faire. Ils savent. Les plus grands savent le faire. D'ailleurs, regardez, soit ils se séparent de leurs entraîneurs, ils changent d'endroit, ils vont ci, ils vont là. Regardez Léon Marchand. Extraordinaire, quand même, au plus jeune âge. Part aux États-Unis. Son entraîneur change d'université, il le suit. Il va là-bas. Qui fait ça aujourd'hui? Pas beaucoup. Parce qu'il sait qu'il faut faire ça. C'est en lui, c'est ancré. Il sait ce qu'il lui faut. Mais ils sont très peu nombreux à comprendre ça. Puis après, bon, il a les qualités, bon, il a tout le reste, évidemment, quoi. Et juste pour finir, le champion, c'est un artiste. Le champion, c'est un artiste. Vous me suivez? Et les artistes, vous en avez partout. Vous en avez en musique. Vous avez en musique, vous avez des artistes. C'est pas des grands musiciens. Ils savent pas faire des super gammes, mais c'est des artistes. Ils vous pondent des trucs en concert, ils savent même pas comment. C'est des artistes. Un champion, c'est quelqu'un qui, dans un tournoi, dans un match, il va vous pondre un truc, je sais pas comment il fait. Mais il l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a fait. Ils sont dans l'action, ils sont dans le momentum. Et vous savez pas comment. Bon, pour ça, j'aime bien dire que le champion, c'est un artiste, et vous retrouvez des artistes un peu dans tous les métiers, d'ailleurs. Merci beaucoup. En fait, là, on arrive à la fin de la session en live, mais après, on peut continuer d'échanger, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, on va couper au niveau... Ok, ça marche. Ouais, mais l'échange peut continuer. Ok, très bien.